Un matin comme un autre. Vous ouvrez le frigo, manque de peau, vos yaourts sont périmés. Savez-vous que sans le lobby du lait, ces fameuses dates de péremption à respecter ne seraient pas aussi proches? Pas de chance. Votre ascenseur qui fonctionne très bien est en travaux pour mise aux normes. Et le pire encore, ce ne sont pas les 7 étages à descendre, mais les charges qu'il faudra payer. Figurez-vous que derrière ces frais supplémentaires, il y a la pression discrète du lobby des fabricants d'ascenseurs. Ce n'est pas votre jour, décidément. Ce mal de crâne qui ne passe pas depuis hier soir. Détour obligé par la pharmacie. Eh bien, sans le lobby des pharmaciens, vous pourriez acheter de l'aspirine n'importe où. Et moins cher, probablement. Vous vous refaites peut-être le film. Jusque-là, vous n'aviez pas réalisé la place qu'occupaient dans votre vie ces fameux lobbies. Alors il est grand temps certainement pour une petite séance de rattrapage. Vous l'ignorez peut-être, mais avant de désigner un groupe de pression, lobby ça veut dire couloir en anglais. Et ce n'est pas par hasard. Les lobbies sont réputés pour agir dans les coulisses du pouvoir. Et ils traînent derrière eux une mauvaise image. Nucléaire, armement ou tabac, ils sont associés à des intérêts puissants et des industries souvent décriées. Régulièrement, des scandales révèlent leurs méthodes douteuses. Pourtant, malgré leur réputation sulfureuse, les lobbies sont tout à fait légaux et beaucoup les jugent utiles à la démocratie. Il existe même des cabinets spécialisés en lobbying. Pour en trouver, un simple clic et ce sont des dizaines de références qui apparaissent. Bourri et Associés, Affaires publiques consultants ou encore Anténor Public Affaires. Leur job, défendre les intérêts de groupes privés auprès des pouvoirs publics. Leurs armes, les réseaux et ce qu'ils appellent la communication d'influence. Leur cible, les lieux de pouvoir. Mais dans les ministères et à l'Assemblée nationale, quelle est leur vraie puissance? Peuvent-ils imposer ou torpiller des réformes? Nous avons voulu savoir qui sont ces hommes qui ont fait de l'influence un métier. Comment ils arrivent à défendre des intérêts particuliers au plus haut sommet de l'État? Et surtout, avec quelle méthode, des plus transparentes aux plus inavouables, ils manœuvrent. Une enquête qui nous a menés de surprise en surprise. La première d'entre elles, c'est qu'ils n'agissent plus dans l'ombre. Pendant longtemps, pour les filmer, il fallait se contenter d'une silhouette anonyme. Mais aujourd'hui, ils s'affichent en plein jour. Comme Thomas Legrain, un lobbyiste du genre décomplexé. Pas le style à tourner autour du pot quand on lui parle de son métier. J'ai aucun problème et je pense qu'au contraire, il faut pas se cacher, il ne faut pas utiliser le mot de manière très ouverte. Maintenant, quand vous parlez de lobbying, quand vous vous présentez comme lobbyiste, bien entendu, vous avez des clichés qui reviennent de manière systématique. On a l'impression qu'on met la pression sur les politiques. Et les clichés, le lobbyiste aime les prendre à contre-pied. On s'attendait à le suivre dans les beaux quartiers parisiens. Fausse piste. Voilà, là, on arrive à Vitry-sur-Seine, dans la zone industrielle des Ardoines. Il a installé sa boîte de lobbying dans une zone industrielle en pleine banlieue parisienne. Bâtiment B2. Car ça lui coûte beaucoup moins cher. Et tant pis pour le prestige. Bonjour. Thomas Legrain est d'abord un homme d'affaires. Ça va? Ce diplômé d'une grande école de commerce a choisi le lobbying car il mise sur l'énorme potentiel du secteur. On va se mettre dans la salle de réunion. Les entreprises font de plus en plus souvent appel à des lobbyistes. Pour défendre des intérêts privés à un niveau politique, il faut des professionnels capables, vous allez le voir, de beaucoup d'habileté. Bonjour. Vous allez bien? Oui, entrez, je vous en prie. Madame Laurin est arrivée de Nice. Si elle a fait le trajet, c'est qu'elle a une demande un peu spéciale. Oh ben ravi, merci d'être venu jusqu'à nous. Elle est directrice des ressources humaines dans une entreprise de service à la personne et ne respecte pas le quota de travailleurs handicapés qu'il faut embaucher d'après la loi. Ça pourrait coûter très cher à sa boîte,
pratiquement 250 000 € d'amende. Ça mettrait en péril justement la bonne vie financière de l'entreprise et on pourrait se retrouver en situation de liquidation. Pas question pour elle de payer. Difficile aussi de respecter les fameux quotas, car l'entreprise de Madame Laurin, Youpala, emploie des nounous et des babysitters. Un secteur où il est délicat d'embaucher des personnes handicapées. Elle a donc choisi d'écrire directement au ministre concerné pour obtenir une dérogation. Donc là, de toute façon, on va vous laisser cette... Et son projet de lettre, elle est venue le soumettre à Thomas Legrain et Patrice Moll, son bras droit, un ancien préfet qui connaît les arcanes du pouvoir comme sa poche. Votre projet de courrier, il était très bien, mais il est trop long. Un ministre, ça lit pas 3 pages, ça lit une page et demie. Et ce que les deux hommes proposent à Madame Laurin est surprenant. Pour régler son problème, ils vont lui conseiller d'éviter une erreur de débutant, celle d'afficher si vite la couleur en demandant de but en blanc d'être exonéré de cette taxe handicap. À vous d'argent. Dès le départ, vous partez sur votre problématique du montant que vous payez aujourd'hui en termes de taxe handicap parce que vous ne respectez pas les quotas. Bon, là, vous êtes typiquement dans l'intérêt particulier. La motivation du politique qui acceptera de travailler avec vous ne sera pas celle-là. Son problème, c'est pas de se dire qu'il faut que Youpala Service ou une entreprise du secteur paye moins. Si vous abordez cette question par l'aspect de la taxe, vous vous tirez, si je puis me permettre de parler très trivialement, une balle dans le pied. Pas question de parler de vulgaires problèmes d'argent au ministre. Pour attirer son attention, ils veulent faire de cette banale histoire d'amende un problème politique d'intérêt général. Il faut d'abord mettre en avant le facteur humain, c'est-à-dire la sécurité des enfants et la sécurité même des personnes handicapées dans leur propre intérêt. Parce que si jamais il y a un accident grave avec une personne handicapée et un enfant, ça pénalisera l'ensemble de l'embauche des personnes handicapées dans tous les secteurs. Donc il faut vraiment se placer dès le départ dans l'intérêt général. Et après, si on obtient satisfaction sur le dossier, vous aurez par ricochet, par conséquence, satisfaction sur votre souci premier immédiat qui est celui de ne pas payer la taxe. Défendre des intérêts privés en mettant en avant l'intérêt général. Dans ce cas, la sécurité des enfants et des handicapés. C'est tout l'art du lobbying. Merci à vous. Mais ce n'est pas le seul. Pour que le dossier de Madame Laurin ne finisse pas dans la poubelle du ministre, Thomas Legrain va faire jouer son réseau. Un impressionnant carnet d'adresses de plus de 13 000 noms. Là, vous voyez, il y en a 13 147. Des contacts d'hommes clés, des dirigeants et bien sûr des politiques. Un atout qui attire beaucoup de clients, même les plus sensibles, car en bon lobbyiste, Thomas Legrain ne refuse aucun dossier. On travaille dans le domaine de l'armement pour une société, une PME qui s'appelle Milpharm. L'armement, ça c'est pas un peu sulfureux comme dossier? Ça peut faire fantasmer l'armement comme le tabac, puisqu'on a travaillé par le passé pour l'industrie du tabac. Il n'y a pas de secteur sulfureux, ça veut rien dire. Mais vous ne pouvez pas vous mettre dans une posture en vous disant il y a des bons, il y a des méchants, et donc a priori il faut défendre des bons et les méchants ne seront jamais défendus. Pourquoi? Parce que le monde est très complexe. Et pour défendre ce genre de dossier complexe et des clients pas toujours bien vus, le lobbyiste doit être capable d'influencer le cœur même du pouvoir, là où se font les lois. À demain, bonne soirée, à demain. À quelques pas de l'Assemblée, Thomas Legrain et Patrice Moll doivent retrouver l'un de leurs principaux clients pour préparer un entretien crucial. Bonjour, Gilles. Vous allez bien? C'est Legrain. Ça va? Vous allez bien? Oui. C'est Moll, bonjour. Ça ne se voit pas comme ça, mais cet homme représente une industrie extrêmement polluante, celle des fabricants d'engrais. Car les engrais ne sont pas seulement en cause dans la pollution des sols. Les fabriquer polluent aussi l'air que l'on respire. Alors forcément, ces industriels sont dans le collimateur des politiques, qui leur imposent toujours plus de règles et de nouvelles taxes. L'objectif, on a 2 sujets aujourd'hui. Donc un, la taxe carbone, qui est quand même le C'est justement pour limiter l'impact de cette taxe et de ces normes de plus en plus restrictives qu'ils ont besoin de faire du lobbying. Pour son client, Thomas Legrain a donc décroché un entretien avec une personne qui a le pouvoir de modifier les lois. Bonjour, monsieur le député. Moi, Legrain. Monsieur le Président, ça va? Vous allez bien? Monsieur le député, bonjour. On va passer dans mon bureau. On vous suit. Les députés,
Vous avez l'habitude de les voir ici, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Celui que Thomas Legrain est venu voir, c'est Antoine Herth, là, au premier rang, à droite. Et s'il a été choisi, lui, parmi 577 élus, ce n'est pas par hasard. J'ai lu votre nom dans la presse agricole. Monsieur Herth est un ancien agriculteur. Ce député fait donc partie du même monde que les fabricants d'engrais. Et Thomas Legrain mise sur cette proximité pour s'en faire un allié. D'ailleurs, l'élu connaît déjà bien les problèmes de ces industriels. En fait, je m'attendais à ce que vous veniez me voir pour la taxe sur les camions. Parce que c'est un autre sujet. Et si monsieur le député semble à l'aise, c'est qu'il reçoit souvent des lobbyistes. Un moyen pour lui aussi de récolter au passage quelques informations. Ils sont dans le bureau, dans les antichambres des ministères. Si je veux avoir les mêmes informations que le ministre, il faut aussi que je les reçoive pour au moins savoir ce que c'est le ministre sur les sujets et pourquoi il va nous répondre de telle ou telle manière sur les questions. Et ça, Thomas Legrain l'a bien compris. On est là aussi pour donner de l'information objective aux parlementaires pour qu'ils puissent effectivement se faire une idée des sujets et après faire son métier et voter les lois. Bon. Donc notre première prise de contact est, je dirais, totalement désintéressée pour établir cette relation de confiance. Une relation de confiance qui pourrait lui servir un jour. Car pour le lobbyiste, le député a un pouvoir énorme, celui de changer la loi, grâce à ce qu'on appelle un amendement. Un amendement, c'est un texte très technique comme celui-ci. On y parle d'alinéa 97, prévu à l'article L230-18, pour une transition vers un système énergétique sobre. Vous n'y comprenez rien, c'est normal. C'est un texte juridique très précis qui, l'air de rien, peut modifier une loi en profondeur. Il est signé par un député. Car en principe, c'est au député de l'écrire. Mais Antoine Herth va nous montrer une chose étonnante. Pour avoir plus de chances d'influencer les lois, les lobbies lui envoient carrément des amendements déjà tout prêts. Il en reçoit par mail, tous les jours, des dizaines. En fait, c'est une dame qui représente le MEDEF. Celui-là, par exemple, a été rédigé par le syndicat des patrons, qui fait du lobbying à propos d'une réforme en cours sur le logement. Il a été envoyé à plusieurs députés. Ceux qui le souhaitent n'ont plus qu'à mettre leur nom ici et faire croire qu'ils l'ont écrit. Une pratique qui ne serait pas du goût d'Antoine Herth. J'ai besoin de comprendre et besoin de valider ou non l'idée. Moi, je n'aime pas qu'on essaie de m'instrumentaliser. Ça, c'est pas possible. Mais dans le bureau de ce député, cette histoire d'amendement tout fait, écrit par des lobbies, nous a tout de même troublés. À l'Assemblée, ces amendements pré-rédigés peuvent-ils être repris tels quels par des députés? Il nous a juste fallu un ordinateur et un peu de temps pour trouver une réponse à cette question. Figurez-vous que le fameux amendement du MEDEF sur le logement que nous avions vu sur l'ordinateur d'Antoine Herth a été repris à la virgule près par un autre député UMP, Daniel Fasquelle. L'élu a accepté de nous répondre, et ce qu'il nous révèle est inattendu. À l'Assemblée, le copier-coller d'amendements est un sport couramment pratiqué, quel que soit le bord politique. Et ce, pour une raison très simple. Quand vous êtes député, voilà, vous avez votre très petite équipe qui doit gérer l'agenda, les rendez-vous et qui doit faire ce travail législatif. Donc c'est vrai qu'on n'a pas toujours les moyens autour de nous, les moyens humains, pour pouvoir rédiger ces amendements ou les re-rédiger. Donc quelquefois on les reprend tels qu'on nous les propose. Et les lobbies en profitent. Ils seraient derrière plus de la moitié des amendements des députés. C'est énorme. Mais Daniel Fasquelle assure ne pas être dupe de ce système et faire le tri. Ce qui serait grave, si vous voulez, pour un député, c'est, sous la pression de tel ou tel lobby, d'aller défendre un point de vue qu'il ne partage pas, dont il n'est pas convaincu. Le plus important, c'est de défendre des convictions, c'est d'être convaincu de ce que l'on dit. Alors après, l'amendement, c'est le véhicule de cela. Alors, dans l'idéal, il vaut mieux évidemment rédiger soi-même l'amendement. Maintenant, quand on vous apporte
un amendement qui est bien rédigé. On ne va pas non plus mal le rédiger pour en cacher l'origine. Le vrai problème quand même, c'est qu'à force de signer à la chaîne des textes rédigés par des lobbies, les députés laissent parfois passer des amendements troublants. Prenons un exemple qui vous concerne. Départ en vacances, passeport périmé. Arrivé en mairie, vous avez oublié les photos, il faut repartir. Un peu pénible. Surtout quand on sait que les employés municipaux sont équipés pour faire ces photos. Gratuitement en plus. Ça vous semble absurde? Eh bien, c'est le lobby des photographes qui est derrière tout ça. Il y a 3 ans, ce lobby réussit à faire passer un amendement pour que les images destinées à la réalisation des passeports soient réalisées par un professionnel de la photographie. Des photos payantes donc, pas très bon pour l'intérêt général, mais joli coup des photographes. Alors, pour arriver à ce genre de résultat, les lobbies déploient des trésors d'imagination pour séduire les députés. Et pour ça, rien de tel que de miser sur leurs petites faiblesses. Laurence Abeille est une députée écologiste fraîchement élue. Elle a fait ses premiers pas à l'Assemblée il y a un peu plus d'1 an. Merci pour votre temps. Et elle a toujours du mal à s'y retrouver. Moi, je ne connais pas encore tout, hein. Je me perds encore un peu. Il y a une autre chose à laquelle elle ne s'habitue pas. C'est la quantité impressionnante de courriers qu'elle reçoit. Il y en a des tonnes tous les jours. Et c'est toujours la même chose. Des lobbies qui lui proposent de l'inviter au restaurant. Un petit déjeuner, j'ai raté le petit déjeuner, donc à l'hôtel Potoki, un dîner-débat chez Tante Marguerite. Alors Tante Marguerite, c'est le restaurant qui est juste là, vous voyez la cour du Palais Bourbon. Alors chez Françoise, là c'est toujours à côté, déjeuner parlementaire. Ça c'est encore aujourd'hui ? Normalement, il y en a pas. Alors ça se passe au restaurant Laurent, c'est aussi très chic comme endroit, voilà, c'est un déjeuner. Des petits déjeuners, des déjeuners ou des dîners. Toujours dans les mêmes restaurants près de l'Assemblée. Chez Françoise. Chez Tante Marguerite. Ou encore au très luxueux Laurent. Ici, grosse berline de rigueur. Et menu de saison à 175 €. Et pour avoir encore plus de chances d'appâter les députés à ces repas, les lobbyistes prévoient souvent un mini-débat et l'intervention d'un invité people. Pour Laurence Abeille, ce n'est pas de la corruption, mais c'est loin d'être anodin. Il y a des liens qui peuvent se nouer, on peut se dire on reprend un café, on peut se faire réinviter, etc., etc. Donc petit à petit, on se retrouve un peu dans un réseau qui fait que est-ce qu'on garde vraiment notre liberté d'analyse et de décision, ou est-ce qu'on ne se sent pas un peu redevable à un moment donné, quand on se fait inviter dans de très bons restaurants, on mange très bien. Et moi je trouve que c'est une pratique qui est un peu... qui est en décalage avec ce que devrait être, je pense, le rôle à la fois des industriels qui ont le leur et avec lesquels, bien sûr, on doit avoir des contacts, mais ça doit se faire dans le cadre d'audition, par exemple, ici. Alors, pour tisser des liens privilégiés, même avec les députés les plus réticents comme Laurence Abeille, les lobbies ont mis en place une formule a priori moins compromettante que l'invitation privée. Le club. Tous les jours, ou presque, la députée est sollicitée par un nouveau club. Club de l'Europe. Club handicap et société, ou encore club de l'avenir de la protection sociale. Il s'agit de débattre avec des experts de sujets très sérieux, comme l'avenir des retraites par exemple. Mais il existe aussi des versions beaucoup plus décontractées de ces clubs. Le Cercle des Amis de la Charcuterie et le Club de la Table Française, donc ça c'est le mardi 1er octobre. Il y a des élus en fait qui font partie de ce cercle. Et voilà, ils me convient à une dégustation de charcuterie. Voilà. Une dégustation de charcuterie avec d'autres élus comme elle. Ça peut sembler sympathique, mais ce n'est pas désintéressé. Car ces deux clubs sont financés par des poids lourds de l'industrie agroalimentaire. Les industriels de la charcuterie, mais pas seulement. Les élus savent-ils toujours que derrière le club de la table française se trouvent pas moins de 40 groupes d'intérêt. Parmi eux, de très grandes entreprises françaises. Nous nous sommes demandé comment fonctionnent ces clubs. Comment ces entreprises approchent nos élus.
Nous avons souhaité filmer cette fameuse dégustation, sans succès. Laurence Abeille a donc accepté de s'y rendre avec une caméra discrète, accompagnée d'une autre députée écologiste, Isabelle Attard. Les deux élus veulent nous aider à découvrir ce qui se joue lors de ces rencontres. La dégustation a lieu à quelques mètres seulement de l'Assemblée nationale, dans ce fameux restaurant, chez Françoise. Un endroit très fréquenté des parlementaires et un vrai repère pour lobbyistes. Une fois à l'intérieur, l'ambiance est très conviviale. Il y a les habitués qui se connaissent déjà. Le vin et le plateau de charcuterie pour ceux qui sont venus déguster. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une pâté de tête. Ah, d'accord. Mais il est très maigre. Bref, un cadre plutôt sympathique pour tisser quelques liens. D'ailleurs, Madame la députée est vite abordée. Bon, écoutez, bienvenue en tout cas. Merci. Monsieur le président des charcutiers. C'est moi qui vous. Monsieur Volu. Ah, très bien, c'est vous. D'accord, d'accord. Madame est du Val-de-Marne. Oui, alors, bonjour. J'ai dirigé une affaire de ça. Bordeaux-Chenel. C'est connu. Bordeaux-Chenel, vous savez, le spécialiste des rillettes. Comme tous les industriels, il n'est pas seulement là pour passer un bon moment. Ce soir, c'est toute la filière de la charcuterie industrielle qui a un message à faire passer aux députés. Il y a un an, ici même, je vous avais alerté sur le fait que nos entreprises subissaient une forte dégradation de leurs résultats économiques. En 2 ans, près de 2000 emplois ont été perdus. Et comme les producteurs d'engrais, ce que ces industriels craignent le plus, ce sont de nouvelles règles que les députés pourraient leur imposer. Et il y en a une qu'ils redoutent particulièrement. L'obligation d'indiquer sur leurs étiquettes l'origine de la viande. Lorsque l'origine des viandes est utile aux consommateurs, nous l'écrivons sur les paquets. Lorsque c'est utile aux consommateurs. Et le lieu de provenance de la viande n'est pas l'alpha et l'oméga de la qualité des charcuteries. Ce qu'il faut lire entre les lignes, c'est que la plupart de ces industriels achètent la viande qu'ils utilisent à l'étranger, c'est moins cher. Mais l'afficher clairement sur les paquets n'est peut-être pas très vendeur. C'est pourtant une loi qui pourrait passer avant la fin de l'année à l'Assemblée. D'ici là, il faut donc convaincre les députés. Mais Laurence Abeille n'a pas vraiment le profil type du parlementaire ami. Moi, je ne sais pas quelles sont vos convictions. Je ne peux pas me jeter à l'eau comme ça. On est écologiste, hein, donc on ne va pas se cacher. Oui, oui, oui. C'est pas écrit sur nous. C'est pas écrit, mais... Vous êtes sérieuse? Ah oui, 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 oui. Donc... J'aimerais bien poursuivre cette conversation avec vous. Oui, pourquoi pas. Je vais vous retrouver, mais j'ai une personne qui... Oui, oui, non, mais on va faire un tour, Voilà. À tout à l'heure. Nos deux députés écologistes intéressent peu les lobbyistes. À la sortie, elles peuvent quand même repartir avec un lot de consolation. Ah, le traité de philosophie charcutière. Là, vous avez une petite BD pour la charcuterie qui est assez marrante. Et un petit conseil d'amis. Expliquer un petit peu à l'extérieur, il y a une équipe de M6. Ah bon? Oui. Donc vous n'êtes pas obligé du tout de répondre. Hein. Vous pouvez simplement dire que vous êtes venu dîner. Voilà. D'accord. Peut-être cacher un petit peu les documents. Un message reçu 5 sur 5 par certains participants. À la sortie, la plupart nous évitent. Vous étiez à la dégustation de charcuterie? Monsieur, vous pouvez me répondre quand même? Pardon? Ça vous embête de répondre? Oui. Pourquoi? Vous pouvez nous répondre? Je vois pas en quoi c'est gênant ce... Monsieur, excusez-moi, on fait un reportage sur le lobbying, vous êtes député? Non. On a quand même vérifié. Pas de chance. Monsieur Marceau est bien député. Il n'est pourtant pas choquant que les élus rencontrent les lobbyistes pour écouter leurs arguments. Mais se faire inviter et s'afficher auprès d'eux a l'air de les gêner. Pour Madame Abeille, notre députée cobaye, le vrai problème du lobbying, c'est que seuls les plus puissants et les plus riches ont les moyens d'organiser ces soirées. Pour rassembler tout ce monde-là, ça coûte de l'argent et ce ne sont pas les petits artisans de l'agriculture bio ou de l'élevage respectueux du bien-être animal qui vont effectivement organiser ce genre de choses. Donc c'est très déséquilibré et c'est le pouvoir de l'industrie qui a ce pouvoir d'organiser ce type de manifestation à quelques dizaines de mètres de l'hémicycle. Mais si la portée de ce genre de mondanité peut encore sembler limitée, dans ce jeu d'influence, certains lobbies ont des méthodes beaucoup plus inavouables.
Ce visage vous dit certainement quelque chose. Jacques Servier, le patron des laboratoires du même nom. Un homme poursuivi dans le scandale sanitaire du Mediator. Ce médicament à l'origine d'au moins 500 morts en France. Un homme qui était, si l'on peut dire, un virtuose du lobbying. Pendant des années, il a cherché, et souvent réussi, à influencer médecins, autorités administratives et aussi personnalités politiques. Yann Philippin est journaliste au quotidien Libération. Il est l'un des premiers à avoir enquêté sur le lobbying du laboratoire Servier. Une véritable machine de guerre. Chez Servier, le lobbying est scientifique, c'est-à-dire que chaque interlocuteur qui peut aider le labo est identifié et fiché. On va le voir, à chaque fois qu'on va le voir, on prend des notes sur ce qu'il a dit, sur ce qu'il pense. Il y a des mini-analyses de personnalité, c'est-à-dire on classe les gens selon le fait qu'ils sont favorables ou défavorables au labo. Les hommes politiques n'échappaient pas à ce fichage. Nous avons réussi à nous procurer ces documents internes, ultra confidentiels. Parmi eux, la fiche d'un ancien député et ministre de la Santé, Philippe Douste-Blazy. On y trouve des informations très détaillées sur sa carrière médicale, sur son épouse de l'époque, Marie-Yvonne, et surtout, tout un paragraphe sur ses relations avec le laboratoire, jugé excellente. Mais le groupe Servier ne se contentait pas de ficher les politiques. Il dépensait aussi des millions d'euros pour les influencer, notamment par l'intermédiaire de clubs. Le plus connu, le cercle Hippocrate, se réunissait ici dans cet hôtel particulier de la banlieue chic de Paris. Dans ce club, on avait à la fois des gens du milieu médical, hospitalier, des responsables de la Sécu ou des mutuelles, évidemment des agences du médicament, et tout ce beau monde se retrouvait à Neuilly-sur-Seine, près de Paris, dans l'hôtel particulier de Jacques Servier, qui était l'ancien siège du laboratoire, pour des dîners, des symposiums, où on recevait notamment des politiques, et des politiques toujours très bien placés, par exemple des députés qui s'occupent du budget de la Sécu. On y a trouvé d'anciens responsables, d'anciens ministres, par exemple, qui s'occupaient du suivi de la loi sur l'hôpital. Rien d'innocent derrière ces mondanités, mais bien une volonté de manipuler. Une stratégie formalisée par Patrice Corbin, un énarque devenu lobbyiste du laboratoire pharmaceutique. Dans cette note privée qu'il adresse à Jacques Servier en 2006, il fait un point sur la stratégie d'influence de l'entreprise. Il préconise notamment de multiplier les réunions d'information où les gens de chez Servier n'apparaissent pas en première ligne pour préserver une apparente neutralité. Pour étendre l'influence de la maison, le lobbyiste avait aussi proposé de créer un nouveau club, dédié cette fois à la protection sociale. Un titre très général pour cacher son véritable objectif. Traiter de l'assurance maladie sans en faire d'une manière trop évidente le centre du débat. Il faut dire que c'est l'assurance maladie qui rembourse les médicaments. Et plus un médicament est remboursé, mieux il se vend. C'est donc tout bénéfice pour un laboratoire. Dans sa note, Corbin détaille de façon très complète ce que pourrait être le club. Sa composition, le nom de son président et même le nombre de petits déjeuners et de dîners à organiser. Ce club rêvé par Corbin pour Servier existe-t-il aujourd'hui? Notre enquête nous a permis de trouver un certain CRAPS, le cercle de réflexion sur l'avenir de la protection sociale. Même mission et même membre que ceux préconisés par le lobbyiste, qui en est d'ailleurs le vice-président. Pourtant, ce club nie aujourd'hui tout lien avec les laboratoires Servier. L'ambiguïté continue donc de planer. Et c'est bien là le problème du lobbying. Malgré les efforts de transparence, certaines pratiques plus ou moins opaques risquent encore d'impacter notre vie au quotidien.